Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée, Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous pouvez aussi nous écouter sur YouTube. Et d'ailleurs, profitez-en pour échanger avec nous, nous envoyer vos commentaires. La semaine dernière, on a répondu à pas mal de vos questions et on est preneur. Envoyez-nous d'autres questions. On va essayer d'y répondre dans chaque épisode. On va essayer d'échanger avec vous toute la saison NBA. Avec moi aujourd'hui pour parler de ces matchs, ces deux matchs contre les Clippers. Je suis avec Quentin. Salut Quentin. Salut Bern, salut tout le monde dans cette dernière ligne droite de 2024, juste avant les fêtes de Noël. Ça fait toujours plaisir de suivre nos Mavs, même si j'avoue que j'attends avec grande impatience le match du 25 décembre, qui va être un peu le main event de cette fin d'année pour nous. Ah oui, un match qui est aux heures européennes, Ah oui, 8h30, c'est ça? 20h30. Ouais. Ça va faire du bien. Et je suis avec Nico. Nico, salut Nico. Ouais, salut Bern, salut Quentin, salut tout le monde. Écoutez, content de vous retrouver. Et puis, effectivement, fête de fin d'année, peu importe ce que vous fêtez, c'est un moment. Ça commence un peu à se détendre, on se relaxe, on va bien manger. Donc, parfait. Et puis, en plus, on voit les Mavs. C'est magnifique, la NBA, ça ne s'arrête jamais. Donc, même au moment de Noël. Alors, on enregistre cette émission le 22 décembre, le lendemain de cette victoire des Mavericks contre les Clippers. C'était une victoire 113-97. On va reparler de cette belle performance de nos Mavs à domicile. C'était un back-to-back. Il y avait enfin pas un back-to-back, mais c'était une double confrontation contre les Clippers. On a eu cette défaite la semaine dernière, enfin en milieu de semaine. C'était 118-95. On va reparler de ces deux matchs. On va essayer d'analyser ce qui s'est passé. Et donc, on va vraiment focaliser cet épisode sur ces deux rencontres. Alors, je commence direct avec toi, Nico. Ce match d'hier soir, tu l'as trouvé comment? Comment tu as trouvé ces Mavs après cette défaite un peu frustrante en milieu de semaine? Ils sont bien revenus là. Ça faisait plaisir de les voir, surtout sans Luka. Ouais, faut préciser quand même que le match précédent où on perd, on était sans Luka et Kyrie Irving, en plus de pas mal d'autres joueurs blessés. Donc effectivement, on était dans une configuration là de retour de Kyrie Irving. Et on a senti un peu les Mavs revanchards quand même de s'être fait taper à domicile contre nos meilleurs amis ou nos meilleurs ennemis, comme ça dépend comme tu vois la chose, des Clippers, toujours sans Kawhi Leonard évidemment. Donc là, ouais, ils sentaient qu'ils avaient faim quand même. Ils n'avaient pas envie de se faire taper une deuxième fois. Et ça s'est vu. Et on a plusieurs joueurs qui, du coup, on va rentrer en détail peut-être tout à l'heure, mais qui avaient été quand même pas mal décevants jeudi. Je pense notamment à Gafford, on va revenir dessus. Mais qui, du coup, ont montré un peu un bien meilleur jeu et qui ont montré qu'ils avaient faim et que les Clippers, on ne va pas non plus se faire comme les années où nous sortaient des playoffs. Il fallait gagner ce match à domicile. Donc, beau match hier soir. Très beau match même. Ouais, on a eu plusieurs joueurs qui étaient au-dessus de 10 points. Ça nous a fait penser à ces matchs quand Luka n'était pas là. On a vu cette victoire collective et ça fait plaisir de voir que les Mavs sont capables de faire des belles performances collectivement. Euh, Quentin, qu'est-ce que tu as pensé aussi de cet apport de tous ces joueurs dans le match d'hier soir? Oui, encore une fois, on est à 8 joueurs à 10 points ou plus, donc c'est vraiment supérieur. Ça fait qu'en fait, tous les joueurs, sauf Kleber qui a vraiment du mal offensivement cette saison, tous les joueurs qui ont joué dans le match, hormis la dernière minute, là, ont mis au moins 10 points. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. On en a parlé nombreuses fois dans ce podcast, donc on va pas revenir dessus, mais elle semble loin à l'époque où on était on avait un système très héliocentré autour de notre Luka Doncic. Là, on voit que on a une équipe qui, en fait, en jouant collectif, elle arrive à gagner des matchs, à jouer sérieux. J'ai pas trouvé que c'était le match le plus propre non plus de la saison, mais on a fait le travail. On a réussi à creuser nos 10 points assez rapidement, et ensuite on les a gérés. C'est plus ou moins géré. À un moment, ils sont revenus, je crois, à 4 points. Mais on a quand même géré notre avance, et ça fait du bien de voir des matchs comme ça, où face à une équipe d'expérience, comme les Clippers, et on arrive à gérer quasiment de bout en bout. On rajoute à ça le fait qu'évidemment, on venait de perdre 2 jours avant, et que là, il fallait qu'on réponde. Et on l'a bien fait. Et on pourrait croire que le premier match, il n'y avait pas Kyrie, le deuxième match, il y a Kyrie, donc c'est aussi en grande partie grâce à lui qu'on gagne. Mais Kyrie nous fait un match avec des pourcentages
Doncic, si je puis dire, avec 6 sur 25 au tir, 2 sur 9 à 3 points. Il fait pas non plus un match exceptionnel, mais c'est vraiment en fait la force de ce collectif qui, encore une fois, joue assez peu de minutes. Tout le monde en dessous de 30 minutes, sauf PJ et Kyrie. Et on a un contenu qui est très cohérent de la part de tous les joueurs. Donc on va y revenir petit à petit, hein, mais Clay Thompson, Najee Marshall, c'est des petits apports super intéressants. Nos pivots qui ont enfin répondu. Donc voilà, une victoire vraiment sympa à voir parce qu'il y a un groupe, il y a un collectif qui est cohérent et qui sait rebondir aussi après des mauvaises performances. Juste mini parenthèse, nous sommes à un tiers de la saison et nous avons connu notre première vraie branlée. Donc je trouve que c'est quand même très satisfaisant de devoir attendre 30 matchs pour connaître une vraie défaite on a perdu de 23 points le premier match. C'est quand même bien de se dire qu'il a fallu 30 matchs pour avoir une grosse défaite. Et en plus, il y avait ni Kyrie ni Luka. Ouais, Mais je suis du coup, d'accord avec toi, ouais. Quentin. Je pourrais rajouter juste un truc sur le premier match quand même. C'est oui, après effectivement l'addition elle est un peu lourde au final, mais c'était quand même bien serré jusqu'à la fin du deuxième quart-temps. On a complètement craqué au retour, mais on était plutôt pas mal du tout au début du match. Mais effectivement, on a vraiment beaucoup manqué de création dans son ensemble. Et c'est là effectivement sans Lucas, sans Kyrie. On a un peu survécu au début, mais ils nous ont énormément manqué dans la création du jeu. Et pour rebondir sur ce que tu décrivais sur Kyrie Irving, autant il était extrêmement maladroit hier soir, autant il a proposé plein de décalages, il a fait plein de bonnes passes, il a été étonnamment très bon en défense, notamment sur Kevin Porter Jr. qui nous a fait mal. Il était vachement intéressant, Kyrie Irving. Donc effectivement, pas du tout dans la bonne réussite dans le tir, c'était pas sa soirée, mais il a apporté beaucoup malgré tout au collectif. Donc c'est intéressant de le voir. C'est intéressant de le voir apporter autre chose que du shooting. On le sait évidemment, hein, on sait c'est ce qu'il apporte, mais à un moment à la fin, on voyait qu'il était plus du tout dans son shoot, donc il essayait d'apporter autre chose. Il l'a fait très justement. C'est exactement ce que je voulais vous demander. Dans le match de jeudi, il n'y avait pas Irving. On avait vraiment du mal à voir comment les Mavs allaient faire marcher leur attaque. Franchement, c'était compliqué, surtout en deuxième mi-temps. Est-ce que finalement, même Irving, hier soir, avec ses 6 sur 25, est-ce que c'est grâce à sa présence que tous les autres joueurs ont été performants offensivement? Moi, C'est compliqué à dire parce que, comme a dit Nico, la première mi-temps du premier match, l'ensemble était quand même vraiment c'était une bonne prestation de la part de l'équipe et pourtant, il y avait ni Kyrie, ni Luka et ils nous ont proposé une première mi-temps qui était vraiment très bonne avant un petit peu de dévisser. C'est passé par un Dinwiddie qui était quand même plutôt intéressant à la création. Au tir, c'était pas ouf, mais à la création, c'était bien. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que tu as Kyrie qui rentre en jeu, ça devient la menace numéro un de l'adversaire qui est obligé d'avoir une défense très serrée sur lui. Ça laisse des ouvertures pour d'autres joueurs et donc ça facilite le jeu de toute l'équipe. Donc évidemment que la présence de Kyrie participe à cette victoire. Mais tu vois, si je dois donner un MVP à ce match, il est pas 1, il est même pas en numéro 2 quoi, dans ce match-là. Et du coup, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette victoire-là. On a profité du fait que notre franchise player était de retour pour améliorer globalement l'effectif. Mais c'est les autres joueurs qui ont élevé leur niveau et pas lui. Euh, Ouais, donc voilà, évidemment, ça a fait du bien d'avoir Kyrie avec nous. Mais je pense que de manière générale, les joueurs, ils ont aussi élevé leur niveau par rapport au match il y a 2 jours. Ils avaient envie de se racheter. Du coup, ils ont été bons en défense, surtout hier soir. Les Clippers n'ont pas marqué 100 points, ils sont restés à 97. La défense, elle a cliqué hier soir, Nico. Ouais, je dirais que c'était un match de séquence, j'ai trouvé. C'est un match de séquence où un peu chacun son tour. On a eu des grands moments de Derek Lively. Moi, je suis d'accord, hein, si je dois tirer deux hommes qui un peu se dégagent du lot la victoire hier soir, Derek Lively qui a été grandiose, qui a vraiment été très complet. Il a fait, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais au rebond offensif, il a fait une moisson. Autant Zubac nous a bien embêtés, pour rester poli, une bonne partie du match et le match précédent également. Autant il a eu des moments où il a dominé et il nous a permis de garder la balle, de choper des rebonds offensifs, de faire des bonnes passes. Il était présent en contre aussi, donc il a eu des super moments. Il a montré un peu la palette de talent qu'il peut avoir Derek Lively. Et surtout Quentin Grimes. Quentin Grimes, il a vraiment fait la décision. Il met
Au moment où ça commence un peu à compter, il met 2 tirs à 3 points d'affilée, il prend une faute, il récupère une faute à 3 points, donc du coup, il met 3 lancers francs. Enfin, il a vraiment puis il a été au final, tu regardes, il a 20 points à 7 sur 8 au tir. Il a été super propre, super intéressant du coup pour apporter au moment où, on commençait un peu à s'inquiéter. On voyait les Clippers qui remontaient, entre Harden à la création et Kevin Porter Jr. qui est une tête de l'art, qui a un petit poids dans le cerveau, mais qui est un sacré joueur de basket et qui du coup nous a fait un peu la démonstration de ses talents solo là. Il était impressionnant en quatrième quart-temps, hein, Kevin Porter Jr. Je crois qu'il, j'ai plus combien il met, je crois qu'il a une vingtaine de points. Était assez impressionnant, mais ouais, du coup on a eu des joueurs qui ont pris un peu le destin en main de l'équipe et plutôt des joueurs, Quentin Grimes, on l'attendait pas forcément aussi décisif. Je trouve que Gafford, moi, s'est bien réveillé parce qu'il avait été catastrophique. Vraiment, je l'ai trouvé, mais manque d'intelligence absolue dans le jeu, et bouffé par l'intérieur des Clippers, le premier match. Là, il s'est très bien réveillé, il était physique au possible. Gafford et Zubac, c'était le duel des garçons bouchés, hein. Je peux vous dire que ça envoyait des sacrés coups. Et ils ont cette fois enfin dominé à l'intérieur, les Mavericks, entre Lively et Gafford. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, et ce qui manquait le match de jeudi, c'est dominer les Clippers à l'intérieur. Parce que franchement, Ouais, Zubac mais et Zubac, il Bamba. fait quand même même hier, il fait quand même ses stats, hein, bon, Ouais, 13 ouais, mais il points, est tout seul en ouais, fait. Pour moi, ouais. c'est la difficulté, c'est que c'est la seule vraie force intérieure des Clippers. Et du coup, il y a un moment, quand ils sortaient du terrain, ils auraient dû plus dominer que ça. Là, ils ont enfin dominé. En fait, j'insiste un peu sur cette défense parce que James Harden, hier, bon, 19 points, 6 sur 18 au tir, mais on l'a pas senti dominant, hein. Vraiment, les Mavs ont réussi à le canaliser, même dans le premier match que les Mavs perdent. Ils ont bien canalisé James Harden. C'est plutôt Powell et Zubac qui ont fait l'attaque. Mais j'ai trouvé quand même que cette défense des Mavs, elle avait pris le dessus, surtout hier soir, Quentin. Oui, oui, ils se sont réveillés, ça c'est sûr. Mais enfin, je trouve qu'il y avait même une différence d'envie, que c'était assez flagrant, notamment dans le quatrième quart-temps, alors qu'il y a peut-être que une petite dizaine de points d'écart. Et on voyait en fait les Clippers un petit peu abattus, je trouvais, alors que les Mavs ils étaient vraiment à fond, notamment Gafford et Lively, hein, qui criaient dès qu'ils pouvaient, voilà, ils étaient clairement à fond. Et j'ai trouvé les Clippers peut-être ils s'étaient contentés de leur première victoire, et du coup hier bon, je les ai trouvés moins présents, donc tant mieux pour nous. Mais défensivement, on a effectivement serré la vis. Il me semble que ils perdent quasiment 20 ballons, les Clippers, quelque chose comme ça. On a vu plusieurs interceptions de la part de Najee ou de Klay Thompson, qui sont pour moi des interceptions dues à une sorte de laxisme des Clippers. Vous savez, c'était ces passes où tu as un mec, en fait, il est sous le panier des Clippers dans son camp, et puis en fait, il fait une passe un peu qui fait la moitié du terrain, mais il check même pas qu'il n'y a pas un défenseur des Mavericks sur la trajectoire. Et du coup, enfin, nous, on était vraiment là. On était vraiment présents à l'affût, en fait, dès qu'on pouvait faire quelque chose. Et donc, il y a eu, sur toutes les 17 pertes de balles des Clippers, il y en a eu pas mal qui étaient liées, je pense, à une très grande motivation de la part de notre équipe, et au contraire, les Clippers qui ne l'étaient pas vraiment. Et la différence s'est vue. Alors moi, j'ai regardé le match en replay, pas en direct cette fois-ci. Mais je pense que même en direct, j'aurais pas été très inquiété par un comeback des Clippers, parce que je trouve vraiment que les Mavs dégageaient une certaine sérénité, qu'il n'y avait pas dans le premier match, que pour le coup j'ai regardé en direct. Donc voilà, c'est vraiment un effort collectif, je pense. Il n'y a pas un joueur que j'ai trouvé en dessous en termes d'implication. Même Kleber, qui est encore une fois offensivement, c'est très compliqué. Sur ces 16 minutes, il a quand même proposé dans ce qu'il peut faire. Et du coup, j'ai aucun joueur en fait sur les 8-9 qui ont joué où j'ai vraiment des points négatifs, quoi. Il y a voilà, le pourcentage de Kyrie, mais sinon, c'est vraiment une belle mise à niveau de tout l'effectif. Et ça, c'est vraiment le gros point positif de cette victoire. Bon, alors votre MVP là, pour le match, je sais que Nico, tu as un petit peu répondu à la question, il y en a plusieurs. Si vous devez choisir un joueur que vous voulez mettre MVP, Quentin, lequel tu choisis? J'avoue que quand j'ai regardé ce matin le résultat avant de regarder le replay, je me suis dit, oh là là, Grimes, qu'est-ce qu'il nous a fait? Et en fait, effectivement, il met quasiment tous ses points dans le quatrième carton, donc j'ai du mal à le mettre
MVP du match. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui met le couvercle du cercueil et qui met les clous, hein. Quand les Clippers reviennent, lui, comme a dit Nico, il enchaîne les 3 points, il fait énormément de bien. Mais sinon, le MVP sur l'intégralité du match, je vais quand même le donner à Lively parce que les pourcentages sont très très bons. La défense, voilà, ça on sait qu'il est bon. Comme a dit Nico, en termes de rebond offensif, il a beaucoup apporté. J'ai été surpris de voir qu'il n'y en a que 5 qui ont été enregistrés sur la feuille de match. Je pensais qu'il y en avait un peu plus. Mais surtout, la petite cerise sur le gâteau, j'ai les 5 passes décisives, hein. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup avec Levis, c'est qu'il a une vision de jeu intéressante. Donc, les 5 passes décisives, les 2 interceptions, ça c'est vraiment cool et ça nous a montré un match complet de sa part. Il est dans toutes les statistiques et ça me pose la question, qu'est-ce que le jour où on donne vraiment des minutes importantes à Derek, qui joue du coup hier 28 minutes, et ça peut être quoi ces stats pour s'il joue les mêmes minutes qu'un Zubac, c'est-à-dire du 35 minutes en moyenne, il pourrait vraiment avoir des statistiques très 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 intéressantes. Donc oui, voilà, Lively MVP pour moi, mais chacun Ok, des joueurs a apporté de manière intéressante. ok, Nico, et toi, tu es d'accord? Lively, c'est le meilleur joueur des Mavs, hier? Ouais, Lively pour l'intensité des deux côtés du terrain. Lively parce qu'il a été décisif pour moi au rebond offensif et dans l'envie. Effectivement, étonné, très agréablement surpris par son jeu de passe, assez décisif. En plus, il y a plusieurs passes qui sortent justement du rebond offensif. Il récupère le rebond, il s'arrache, il la sort à l'extérieur pour un tir extérieur. Donc forcément, double bonus. Et il était aussi, il a que 2 comptes, ce qui me surprend. Je pensais qu'il en avait beaucoup plus que ça. Mais il était imposant dans la raquette et il leur faisait peur, quoi. Notamment Powell qui en plus d'être qui est quand même un sacré joueur, Norman Powell, hein. Sur les 2 matchs, il a vraiment été saignant et vachement intéressant. Qui du coup s'est fait contrer à la fin là, par Derek Lively. Il a compris que bon, alors, je vais plutôt rester à l'extérieur là parce qu'il y a la montagne Lively là. Faut pas que je me rapproche de trop. Entre lui et Gafford, ils les ont un peu calmés, c'est ce qu'il fallait d'ailleurs. Donc ouais, pour moi Lively dans l'ensemble. Et je repensais à ce que tu décrivais, Quentin, quand on parlait du 5 majeur all-time des Mavs, on avait mis Tyson Chandler. Ouais. J'ai retenu ta remarque en disant qu'à un moment, ça va être Derek Lively. Avec des matchs comme ça, avec cette intensité, cette polyvalence, et il montre tout le talent global qu'il a en tant que joueur de basket pour sa 2e année, hein. N'oubliez pas, c'est que sa 2e année en NBA. Il est quand même plein de promesses, ce garçon, hein. Je repense un peu à nos discussions du début d'année qui devait être dans le 5 majeur. Ça devient difficile de plus mettre Derek Lively, hein. Je trouve qu'il se détache beaucoup de Gafford là. Et Gafford m'a pas mal agacé, j'avoue, moi, jeudi dernier. Il forçait, mais comme un âne. Et il fait beaucoup d'erreurs bêtes, pris des fautes bêtes. Donc ouais, vraiment MVP Derek Lively. Et les gars, vous n'avez pas parlé de Klay Thompson, parce qu'il fait un bon match hier quand même, hein, 6 sur 9, 4 sur 6 à 3 points, 16 points hier soir. Même le match d'avant, enfin, ça fait plusieurs matchs là de suite où on voit un bon Klay Thompson. C'est vraiment de bon augure pour la suite de la saison, hein, Quentin. C'est exactement le type de match qu'on lui demande et c'est ce genre de prestation que on parlait pour moi dans la preview. On disait, ben, Klay Thompson, idéalement, tu le fais jouer 25-30 minutes. Je préfère qu'il te mette 15 points plutôt que 22 de moyenne, mais qu'il ait des hauts pourcentages. Et là, depuis quelques matchs, il fait exactement ça, voire même il met un peu plus que 20 points. Mais le match d'hier, pour moi, c'est typiquement ce que je veux d'un Klay Thompson, c'est-à-dire une dizaine de shoots. Hier, il en prend même que 9. Des pourcentages élevés. Hier, il a 4 sur 6, donc 67% à 3 points, et une quinzaine de points. Et sinon, à côté, il fait pas forcément grand-chose. Il n'y a qu'un rebond, il n'y a qu'une passe décisive, 4 interceptions cependant. Mais c'est normal, on lui demande juste de tirer, enfin en attaque, de tirer en disant, bah mec, tu vas être ouvert, donc mets tes paniers. Et c'est ce qu'il fait. Et il le fait quand même depuis plusieurs matchs. Donc ça, c'est quand même très, très, très kiffant. Tu l'as dit effectivement lors du premier match, il a été aussi intéressant. C'est le meilleur marqueur de l'équipe, il met 22 points. Cependant, bon, bah, c'est sûr que c'est plus compliqué quand tu as ni Kyrie ni Luka autour de toi pour créer. Tu as, t'as des tirs plus compliqués. Donc il était à 2 sur 9 à 3 points. Mais au global, 9 sur 17 au shoot, donc plus de 50% au tir. C'est très, très bien. Franchement, il faut vraiment que ça continue comme ça. On va attendre, comme on disait plusieurs fois, des gros matchs
pour confirmer, donc face à des gros adversaires hors Warriors, parce qu'on a compris que face aux Warriors, il était super fort. Mais sa lancée est vraiment rassurante. Et puis, bah, je suis aussi content de voir qu'en sortie de banc, Najee Marshall continue. Vous savez, il était souvent titulaire pendant que Clay était absent. Najee Marshall continue de faire son apport. Donc, j'aime beaucoup ce mix entre les deux. Donc, évidemment, Clay doit être titulaire pour sa carrière, etc. Mais les deux, au final, ont à peu près le même nombre de minutes. J'aime vraiment beaucoup ce que donnent ces deux gars et je croise les doigts, je touche du bois pour que ça puisse continuer comme ça. Voilà, je rappelle le match de jeudi, là, c'était la défaite des Mavs 118, donc 118 pour les Clippers, 95 pour les Mavs. Donc, c'est la première grosse défaite de la saison. Est-ce que les Mavs auraient pu faire le match d'hier, jeudi, sans Kyrie Irving? Est-ce que c'était juste de l'ego, de l'envie, ou alors il y avait vraiment un manque? Si on n'a pas Kyrie et si on n'a pas Luka, les Mavs ne peuvent pas performer? Moi, Nico, je à ton trouve qu'il y avait avis? un manque je trouve qu'il y avait un manque à la création qui était assez flagrant jeudi. Ils s'en sont quelque part, je dirais que c'est une défaite, mais c'est un match vraiment intéressant pour eux parce que c'est un super test. Même s'il n'est pas concluant, ça reste un super test de faire un match sans Luka et Kyrie Irving. Ça, c'est des matchs, c'est des oppositions qu'on va retenir et qui, à mon avis, vont faire grandir l'équipe. Dans l'adversité, dans la difficulté, sans tes deux créateurs majeurs, mais qu'est-ce que tu es capable de proposer? Et c'était intéressant de voir ça. J'ai trouvé Klay Thompson jeudi super intéressant. Euh, J'étais surpris de ses chiffres d'ailleurs, je pensais qu'il avait marqué beaucoup plus que ça. Les chiffres sont un peu trompeurs d'ailleurs, hein, parce que je sais que Dinwiddie marque pas mal à la fin du match, mais Klay Thompson était de très loin la menace offensive la plus intéressante. Et, euh, et je suis convaincu du coup qu'ils ont appris à mon avis de cette défaite-là. Il manquait de création évidemment, donc tu sentais qu'assez rapidement, enfin plutôt au début du troisième quart-temps, tu sentais qu'ils se sont complètement écroulés parce qu'ils avaient du mal à proposer sur la durée un jeu collectif intéressant. Mais ils ont forcément appris de ça, donc je pense qu'en plus de la motivation, la défaite de jeudi va aider l'équipe dans les prochains matchs. Oui, c'était en face, c'était quand même pas une top équipe, mais c'est pas non plus une équipe de tankers, hein. Les Clippers, c'est quand même beaucoup de gars qui sont super expérimentés. C'est une équipe qui vise évidemment de se qualifier en playoff, etc. Donc on n'était vraiment pas favoris sans Kyrie et Luka, ça on le savait. Comme on l'a dit, la première mi-temps très satisfaisante. On rentre, je crois, avec un seul point de retard à la mi-temps. Et on a eu du mal à continuer à rester consistant en deuxième période, mais on voit que cet effectif, donc pour moi, il n'y avait qu'un seul créateur, hein, c'était, enfin, pour créer pour les autres, pardon, c'était Dinwiddie qui finit avec 7 passes D, je crois. On voit que cet effectif, il tient quand même globalement la route. C'est-à-dire que si tu te retrouves sans Kyrie, sans Luka, face à des petites équipes, tu peux quand même aller chercher des victoires sans trop de problèmes, je pense. Là, c'était les Clippers, voilà, c'est une autre paire de manches, mais totalement d'accord avec Nico dans le côté que ça forme l'effectif de faire ce genre de choses. Ça confirme aussi que Klay Thompson, mine de rien, même quand tu lui enlèves ses deux créateurs principaux, il arrive à créer, il arrive pour lui-même, évidemment. PJ Washington, pareil, les pourcentages sont moins bons que quand il y a Kyrie ou Luka, mais il a pu. Enfin, j'ai trouvé qu'il a plutôt bien pris son rôle de, entre guillemets, de franchise player en l'absence des deux autres. Donc voilà, je pense que le match d'hier, c'est la digne en fait continuité, la continuité logique de cette défaite qu'on a eue. Et au final, bon, c'est assez mérité que sur ces deux rencontres, au final, on se sépare avec une victoire d'un côté, une victoire de l'autre. Bon, l'important, c'est de se dire que cette équipe des Clippers, quand même, quand les deux effectifs seront à 100%, je pense qu'on n'aura pas trop de soucis à les gagner dans une série de 7. Évidemment, ils sont sans Kawhi, mais bon, Kawhi, maintenant, on est plus dans le potentiel joueur qu'il pourrait être et on ne sait plus vraiment ce qu'il vaut vraiment en 2025. Et voilà, globalement un peu l'apprentissage de ces deux rencontres. Ok, j'aimerais bien qu'on parle d'un joueur des Clippers. Là, on l'a pas encore mentionné jusqu'à présent. C'est l'ancien Mav, le Derek Jones Jr. Comment avez-vous jugé ses performances dans les deux matchs? Alors déjà, il revenait de blessure, il me semble. Alors, je ne sais pas s'il a repris vraiment contre le Mavs ou s'il avait repris le match d'avant, mais il avait loupé une série de matchs. Et de loin, de ce que j'avais vu, les fans des Clippers étaient quand même assez contents de lui, donc c'était cool à voir.
Il a eu sa petite vidéo, c'était sympa. Au final, il est resté que 1 an avec nous, mais c'était bien qu'on lui fasse quand même sa petite vidéo parce que il a fait partie de cette magnifique équipe qui a fait ce run tout bonnement fabuleux jusqu'en finale. Donc ça, c'était cool. Et j'ai trouvé qu'il a fait un match à la Derrick Jones Jr. Donc c'est-à-dire enfin, de ce qu'on connaît bien, mais tu sens quand même que quand tu passes de Kyrie et Luka à juste Harden, qui reste quand même un bon joueur, bah, c'est pas la même chose, quoi. Donc hier, il a eu d'ailleurs un peu plus de mal. Mais j'ai vraiment retrouvé le joueur que je connaissais. Il nous a claqué des dunks qui étaient sympas à voir et on a vu que tous nos joueurs étaient contents de le voir. Donc voilà, il manque à cette équipe, mais en même temps, bon, on va être honnête, notre lot de consolation, Najee Marshall, il est presque encore plus beau que ce qu'on a perdu. Donc on n'y pensait pas trop à Derrick Jones Jr., mais là, le fait de le revoir, voilà, ça nous a quand même rappelé des beaux souvenirs. Et puis j'espère qu'avec ces Clippers, il pourra aller loin. Alors justement, les gars, je voudrais, parce que la semaine dernière, on a oublié une question là d'un auditeur, elle était importante, et on se l'est réservée en fait pour aujourd'hui. C'était une question sur Derrick Jones Jr. Donc, Milarno nous avait envoyé cette question. La perte de Derrick Jones Jr. est-elle sous-estimée? Parce que, à son avis, elle est un petit peu sous-estimée. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait que Derrick Jones soit parti? Est-ce que ça a fait du mal aux Mavs? Nico? Je dirais, Quentin l'a bien résumé, je pense qu'il était quand même mieux mis en valeur aux Mavericks. Donc il a toujours cette détente improbable, incroyable. Il nous a fait, il y a un moment, il met un contre sur Gafford hier là. Je sais pas, enfin, il a l'impression qu'il va l'accrocher la bannière là, il va décrocher la bannière des Mavs au plafond. Il a une détente hallucinante. Mais c'est sûr qu'il est quand même moins bien servi qu'à Dallas. Donc on voit un peu plus les limites du personnage, quoi. On voit un peu plus les limites du joueur. Donc moi j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup Derrick Jones Jr., je ne m'en cache pas, mais plus pour son intensité défensive. Hier, il n'était pas du tout en réussite à l'extérieur, donc il était un peu plus limité et je trouve pas très bien servi. Donc du coup, quand on le voit comme ça, on a un peu moins de regrets. Et comme tu le dis bien, en plus en ayant récupéré Najee Marshall qui nous surprend très agréablement par sa polyvalence, on a l'impression que il nous manque pas tant que ça en fait au final. Je suis très agréablement surpris moi du coup de voir que finalement il fait une bonne saison, hein. Je crois qu'il a une dizaine de points et il est dans le 5, il s'impose un peu comme un joueur important dans la rotation des Clippers. Mais il n'est pas aussi important que je ne pensais au final. En tout cas, sur le premier tiers de la saison, là, il nous manque pas tant que ça finalement. À part pour des highlights. Ça, c'est sûr, pour les highlights, il était assez imparable. Ah bah, tu Au passes des fin- gros dunks de Derrick Jones au flotteur absolument inexplicable de Najee Marshall, ça change un peu du tout au tout. Et c'est sûr que de ce côté-là, on ne retrouve pas les mêmes highlights. Ouais. On n'est pas dans le top 10 avec le Ouais. flotteur à une main de Najee Marshall, hein. Mais ça Ouais, rentre et c'est efficace. donc finalement, avec les arrivées de Marshall et de Quentin Grimes, on est à la fois offensivement et défensivement. Derrick Jones, on l'oublie assez vite finalement. Ouais, les highlights, c'est cool, mais je pense que l'équipe est quand même meilleure cette année que l'année dernière. Évidemment, Bah, s'il était et- resté, ça aurait été un plus, mais ça va. Moi, On un s'en mot sort sur sans Grimes, lui. moi. Un petit mot sur Grimes, c'est pas exactement le même poste, mais de plus en plus, ça devient un style assez clair du coup des Mavericks de l'intersaison là. Il va falloir comme assez vite leur signer. Franchement, on a récupéré du coup, je ne sais pas si Nico Harrison, bien informé, bon observateur, s'attendait à ce que Grimes s'adapte aussi vite et propose ce niveau de basket des deux côtés du terrain. Franchement, il est assez impressionnant. Pour, euh, pour revenir là sur ta phrase que du coup Derrick Jones Jr. nous manque pas tant que ça, c'est aussi au crédit de Nico Harrison, hein. Parce que quand on arrive à la fin de saison dernière, d'ailleurs on avait fait une vidéo là-dessus, hein, on a vu que tout l'effectif était sous contrat sauf Derrick Jones et on savait qu'il fallait faire quelque chose pour pallier à son départ. Et pour le coup, Nico Harrison a fait un très bon travail là-dessus parce que si on n'avait pas reçu euh, pour moi, c'est plus Najee et Klay Thompson que Najee et Quentin Grimes. Grimes, pour moi, il remplace Je suis plus d'accord. Josh Green. Euh, mais si on n'avait pas eu donc ces deux joueurs-là, hein, Najee et Klay Thompson, on la sentirait passer, je pense, l'absence de Derrick Jones. Donc,
voilà, en fait, dire il nous manque pas, c'est un peu ingrat pour la personne qui est Drake Jones Jr. C'est parce que on a fait des très très bonnes opérations que en fait on ne voit pas qu'on n'a plus Drake Jones Jr. Parce que le joueur était quand même très kiffant et il serait toujours très bien dans cet effectif dans cette saison 2024-2025. C'est juste qu'on a fait les bons choix pour ne pas le regretter. Par exemple, un exemple très con, mais enfin très con, non, mais les Nuggets qui ont perdu Kentavious Caldwell Pop, s'ils avaient trouvé un joueur un petit peu dans cette veine-là, on dirait pas autant, bah, ça leur fait du mal qu'ils aient plus KCP au poste de pour enfiler les perles à 3 points. S'ils étaient allés chercher, je sais pas, un Norman Paul, un joueur comme ça qui aurait pu remplacer en fait le joueur qui était KCP. Nous, on a fait le taf pour ne pas trop penser à la perte de Derrick Jones Jr. Donc voilà, c'est vraiment pas parce que c'est pas un joueur fou ou quoi. Il apportait vraiment beaucoup à notre équipe et c'est pour ça que j'étais content qu'il ait sa petite vidéo, ses petits applaudissements de la part des coéquipiers. On a vu Lucas qui s'est levé, qui l'a regardé dans les yeux, qui l'applaudit et tout. C'est 100% mérité et, euh, et voilà, je voulais juste fermer cette parenthèse là-dessus. Je voudrais juste un dernier mot à ce que tu décris, Quentin. Tu sens qu'il est encore en. Enfin, il était apprécié par l'ensemble de l'effectif, quoi. Ils sont un peu tous allés le voir. Enfin, ouais, tu sentais que le gars, ok, il est parti, mais no hard feelings, comme on dit, quoi. Euh, C'est ça. C'est ça. Maintenant, en vrai, le- c'est aussi cool parce qu'on lui a redonné une seconde vie en NBA. Il a même pas 28 ans, donc il a encore quelques années devant lui, au moins 3-4, je pense, pour pouvoir continuer en NBA. Là, il est quand même titulaire dans une équipe qui ne joue pas le tanking. C'est super et je pense qu'il sera jamais reconnaissant envers Dallas, envers Nico Harrison pour avoir redonné un second souffle à sa carrière où il avait vraiment du mal. On l'a remis sur le devant de la scène. Donc c'est cool les histoires comme ça entre un joueur et une franchise où au final tout va bien. Alors, les Mavs sont maintenant 4e de la conférence Ouest, 18 victoires, 10 défaites. Juste derrière les Rockets, 10 victoires, 9 défaites. Il y a un petit écart avec les Lakers, c'est les Lakers en 5e position. Bon, les matchs à venir, on a un match contre Portland qui arrive. Et puis, bah, Quentin, tu as fait la pub plusieurs fois. Mercredi, donc le jour de Noël, à 8h30. Ne ratez pas ce match contre Minnesota. Ça va être, pour vous les Européens, ça va être vraiment cool de pouvoir suivre ce match dans une heure acceptable. On va se donner rendez-vous du coup après ça. Ouais, alors niveau prochain Audi Maps, ça risque d'être un peu compliqué niveau disponibilité, donc on sait pas trop quand c'est qu'on vous reverra les amis. Dans tous les cas, très joyeuse fête à tout le monde. On essaiera de se trouver une émission rapidement pour vous débriefer les prochains matchs. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que on a ce super match à 20h30 et en 2025, on a enfin des matchs à horaire européenne. On en a eu 0, si je dis pas de conneries, sur ce début de saison. C'est quand même long d'avoir aucun match en prime time le dimanche soir en France. Là, il va en avoir en 2025, donc ça va être cool qu'on puisse enfin être beaucoup plus à regarder le match en direct. Et puis moi, j'espère que les Grizzlies vont arrêter de gagner. Là, ils font que gagner. On n'arrive pas à les rattraper au classement, alors qu'on devrait quand même être devant cette équipe, je pense. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, puis on parlera des ajustements potentiels d'effectifs, là, parce qu'il y a des petits bruits qui commencent à agiter un peu les couloirs, là, en ce moment, hein. Mm. On entend des noms qui sortent ici et là. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? On se rapproche des moments où on se dit, c'est quoi les derniers ajustements qu'on veut apporter à l'effectif en perspective des playoffs? On a encore un peu de temps, mais on entend des petites rumeurs ici et là, c'est croustillant. Ok, on va se faire des petites émissions spéciales, trade deadline, là, ça va être sympa. C'est toujours sympa ces émissions-là. C'est des émissions et si on tradait. Ouais, spoiler, je serai très très conservateur pour ma part, hein. Je vais pas vouloir trader beaucoup de choses, hein. J'aime beaucoup cet effectif, vraiment beaucoup. Je veux pas trop y toucher, mais il faudra en parler, il faudra en parler. Mais Surtout on a quand même besoin maintenant, d'un ailier fort, hein, quand même. on a besoin, mais je veux voir ce qu'on dégage, tu vois. Dans tous les cas, confiance absolue en Nico Harrison, ça c'est sûr. Ça ne change pas. Il a prouvé maintes et maintes fois qu'il sait ce qu'il fait. Donc de ce côté-là, confiance en lui à 100%. Excellent les gars. Bon, bah, je pense qu'on peut clore cette émission. Une petite émission rapide après ces 2 matchs contre les Clippers. On se donne rendez-vous très bientôt pour parler des prochains matchs et puis de la trade deadline. Je vous souhaite un joyeux Noël et des bonnes fêtes. À la prochaine.
Salut tout le monde, bonne fête à vous. Bonne fête tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, hein. Allez, passez bonne fête. Salut.